İyi akşamlar. Değerli izleyiciler, önce sizlerden, daha doğrusu burada olamayanlardan aslında gıyabında özür dileyerek başlayalım. Çünkü toplantı mekanını bildiğiniz gibi son dakikada değiştirmek zorunda kaldık. Aslında Fransız Kültür Merkezi'nde yapılacaktı bu toplantı. Ama son günlerde biliyorsunuz polis Taksim'e girdiği için birden güvensiz bir alan oldu Taksim Meydanı. O yüzden toplantıyı buraya kaydırmak zorunda kaldık. Tabii toplantıyı iptal etme seçeneği de vardı. Toplantıyı düzenleyenler bu seçeneği de düşündüler gerçi. Biliyorsunuz Adorno'nun meşhur bir sözü vardır. Auschwitz'ten sonra şiir yazmak barbarlıktır diye. Tabii abartmayalım çünkü abartırsak Auschwitz'te ölen milyonlarca insana haksızlık etmiş oluruz ama bu tür olaylardan sonra insanın açıkçası edebiyattan, güzel şeylerden bahsedisi pek olmayabiliyor. Öte yandan belki de işte şiddete karşı, kent kültürüne karşı yapılan hareketler, şiddetle yapılan müdahalelere karşı en iyi yanıtlardan biri de tam tersine inadına kültürü konuşmaya, edebiyatı konuşmaya, güzel şeyleri konuşmaya devam etmektir diye düşünüyorum. O yüzden toplantımızı bu şekilde sürdüreceğiz. Tabii akla gelen sorulardan biri de acaba Bilge Karasu sağ olsaydı ne düşünürdü bu olan biten hakkında? Biraz anakronik bir soru, öyle bir şey hesaplamak mümkün değil ama bugünkü toplantımıza vesile olan Jean ve Giono'ya mektupları okuduğum zaman belki bir ipucu verebilecek bir pasaj buldum. Önce onu okuyarak başlayayım isterseniz. Mayıs 68 olaylarını yorumlarken yazmış Bilge Karasu bu mektubu. Gün gelecek, bizim öğrencilerimiz de sokaklarda yürüyüp barikatlar kuracak. Keşke üniversitelerimiz işleri daha zorlaştırmamak için biraz çaba gösterse. Bugünlerde aşırıcılık çok moda. İlginç bir ipucu. Bilge Karasu'nun aynı zamanda özgürlük fikrine çok önem veren bir yazar olduğunu da biliyoruz. Ve tam da bu vesileyle bir giriş mahiyetinde bugün aramızda olması öngörülen ama sağlık nedeniyle ne yazık ki gelemeyen Sayın Oruç Aroba'nın yolladığı bir mesaj var. Onu Sayın Güven Turan'dan okumasını rica ederim. Sevgili ve saygıdeğer Bilge Karasu dostları, ustam ve dostum Bilge Karasu'nun anılacağı bu toplantıda bulunamamak, bana doktorlarımın ayağa kalkmamı bile yasaklamalarına yol açan sıkıntımın verdiğinden daha çok acı veriyor. Ama heyhat, işte orada olamadım, değilim. Orada olabilseydim birkaç yüz metre uzağımızda belki şu anda benim sözlerimi dinlerken de işiteceğiniz gürültü patırtı içinde yaşanan insan olayları üzerine Karasu gözüyle bir şeyler söylemek isterdim. Şu kadarını şimdi söyleyebilirim ki Bilge Karasu'nun hem kişisel dünya görüşünün hem de yazdıklarının temelinde, ki bunlar arasında fark yapmak istemezdi, sevgiden sonra en yüksek değer olarak gördüğü özgürlüktü. Hatta belki bu iki değer arasında bir sıralama yapmayı bile reddedip ikisini de birlikte aynı temel değer sayabilirdi. Bu düşünceyi orada söylenmiş saymanızı rica ederim. Özrümü kabul edip beni affetmenizi dileyerek sevgilerimi ve saygılarımı sunar, toplantınıza başarılar dilerim. Oruç Arova. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ilk sözü, böyle göstereyim, reklam yapayım biraz. Lettre à Jean ve Giono, Jean ve Giono'ya mektuplar kitabını derleyen, hazırlayan, aynı zamanda Fransız çok tanınmış hem öğretim üyesi, eleştirmen ve aynı zamanda çevirmen, Bilge Karasu'nun da çevirmeni olan Sayın Alain Mascarou'ya vermek istiyorum. Sayın Alain Mascarou Fransızca konuşacak, onun için kulaklıklarınızı takabilirsiniz. Donc, cher Alain, bienvenue d'abord en Turquie. En guise d'introduction, dans la préface ou la présentation que vous avez faite pour ce livre, vous avez cité une lettre de Bilge Karasu où il raconte un peu quelle est sa conception justement de la publication de ses correspondances. Alors je cite Bilge Karasu. Ce matin, j'ai pensé à toutes ces lettres que nous nous écrivons depuis tant d'années. Je crois te l'avoir écrit déjà. Quelle summa épistolaire quand même. On devrait se mettre à trier de part et d'autre et en faire une correspondance très littéraire, pourquoi pas. Et si jamais notre correspondance était publiée, elle n'aurait de sens que présentée bilatéralement. Je suis toujours furieux de voir un bouquin de lettres d'un tel où le bougre ne fait que monologuer. Une correspondance est toujours un dialogue. Certaines lettres peuvent manquer, ce n'est que très normal. Et justement, certaines lettres manquaient, vous l'expliquez vous-même,
Et la raison pour laquelle elles manquent, on les retrouve dans la lettre, encore une courte citation de Bilge Karasu. Il y a quelques semaines, j'ai déchiré et jeté un nouveau lot de papier, lettres, notes, qui ne font qu'augmenter et devenir suffocants. Certaines lettres étaient faciles à s'en défaire. Certaines autres, les vôtres par exemple, j'en avais le cœur gros. Je suis décidé à ne rien muséfier. Mais mes sacrifices en matière de paperasse continueront par à-coups. Je me trouve cruel et bête. Donc je vous laisse la parole après cette introduction pour nous parler comment vous avez connu Bilge Karasu, comment vous avez été son traducteur et comment vous avez préparé ces lettres. Voilà, mais je voudrais répliquer justement à la note de Bilge que vous devez lire. Premièrement, ces lettres... Oui, ces lettres ne sont jamais... Ces lettres ne sont jamais un monologue, puisqu'il lui arrive de citer certaines expressions de son correspondant, ce qui fait qu'il y a toujours, de toute façon, la présence de l'autre dans ces lettres. D'autre part, pour ce qui est donc du choix que j'ai pu faire, là je me suis inspiré précisément du critère qu'il suggérait dans l'édition de cette correspondance, c'est-à-dire j'ai fait un choix qui porte surtout sur la qualité littéraire, qui met en valeur ces pépites qu'il y a dans cette correspondance, pépites d'ailleurs qui sont déjà un trésor pour la littérature française. Ensuite, j'ai pris la responsabilité de couper tout ce qui me paraissait d'ordre trop confidentiel. Voilà, alors je vais vous dire un peu comment, par quel cheminement tout ceci est arrivé. Bilge Karasu donc est mort le 14 juillet 1995, et à peu près 10 ans après sa mort, Jean, qui avait gardé toutes ces lettres, s'est senti responsable et me les a confiées. Il ne voulait pas que tout ça soit perdu. Voilà, ça s'est passé en 2010. J'ai parlé de ces lettres à Ankara, à l'université de Bilkent. Et par la suite, donc, je me suis inquiété de la façon de les diffuser en Turquie. Donc il y a eu l'amitié entre Jean et Bilge, qui est à la base de ces lettres. Il y a eu l'amitié entre les amis de Bilge, puisque c'est Jean qui me les a confiés. Et ensuite, il y a eu l'amitié entre une de mes anciennes élèves d'Ankara et moi, c'est-à-dire Simla, qui a fait non seulement l'énorme travail de traduction, mais qui a servi de liaison entre l'Institut français et Yapı Kredi. Donc voilà, il a fallu ce triple réseau de complicité pour aboutir à ce livre. Bien, alors si vous... je vais bien enchaîner là-dessus. Oui, parce que pour moi, ce qui est intéressant, ce qui est particulièrement intéressant à souligner dans ces lettres, c'est que on n'écrit pas des milliers de lettres pendant 30 ans, puisque la correspondance avec Jean, c'est 250 lettres, mais Jean n'est pas le seul destinataire des lettres, c'est le seul destinataire de lettres en français. Donc on n'écrit pas tant de lettres sans éprouver le plaisir de la lettre, sans avoir conscience de ce plaisir, et je crois que le fait d'écrire en français décuplait ce plaisir et cette conscience. C'est-à-dire que pour Bilge, je crois que la lettre est un média qui est à la fois exigeant et en même temps un média qui, dans la mesure où il le contraint, il sait parfaitement l'analyser. C'est-à-dire que écrire une lettre pour lui, c'est aussi écrire sur la lettre, c'est s'interroger sur l'écriture de la lettre. Ce qui fait qu'on pourrait très bien extraire de ces lettres une sorte de poétique de la lettre. Par exemple, la question qui est posée implicitement, c'est d'où parle-t-il? Alors, il parle donc, c'est un étranger qui parle à des étrangers. Donc, un Turc qui parle à un Français et à un Américain, et qui mesure parfaitement l'écart entre les particularités des cultures
il est capable de penser entre sa sensibilité et entre celle d'autrui. Et il tire un certain plaisir à cela. Il y a beaucoup de talent, beaucoup de brio dans la manière justement dont il en tire parti. Je vais donner un exemple, c'est lorsque sa nouvelle « Un pèlerin du Moyen-Âge » a été traduite et publiée dans Le Monde des Livres. Alors, donc, vous trouverez l'illustration reproduite dans cette édition. Donc, Jean trouve bizarre cette illustration qui évoque plutôt le Moyen-Âge gothique que un caravansérail anatolien. Et voilà ce que lui dit... Tu pourras peut-être dire la traduction. Voilà ce que lui dit Bingay. Je n'ai rien contre l'illustration, tout au contraire. C'est une image qui domestique un texte un peu exotique. Qu'elle ne corresponde pas à mon image est assez naturelle. Qu'elle ne corresponde pas à la tienne ne l'est pas moins. Tu connais la Turquie, et cela doit certainement avoir une influence sur les images que tu te fais en lisant un texte turc. Aslında bu illüstrasyona karşı değilim hiç. Aksine biraz egzotik bir metni evcilleştiren bir imge. Benim imgeme uygun olmaması da doğaldır. Seninkine uymaması da öyle. Türkiye'yi tanıyorsun, bunun Türkçe yazılmış bir metni okurken hayalinde oluşan imgeler üstünde etkisi oluyordur mutlaka. Voilà, donc il est parfaitement capable d'analyser la nécessité de traduire par l'image pour un lecteur français, pour un lecteur, disons, européen, mais en même temps, il sait très bien que cette illustration ne convient pas à son destinataire. Donc il y a cette faculté d'analyse justement de différences culturelles dont il tire un plaisir certain. Ensuite, il parle de lui, mais il a conscience que dans l'espace que lui donne la lettre, il y a un jeu qui se crée, qui n'est pas le jeu de celui qui vit. Donc la lettre, c'est un espace entre la vie réelle et la vie rêvée. Et puis enfin, la lettre, évidemment, c'est le lieu de l'intimité, et il se trouve, à ma connaissance, il n'y a pas, dans l'œuvre de Bilge Karasu, il n'y a pas de lettres. Ce qui fait que ces lettres sont particulièrement précieuses sur ce plan-là, mais il faut ajouter que si elles sont spontanées, si elles sont libres, en même temps, il y a toujours une réflexion sur l'écriture et une réflexion sur la vie. Même si elles sont très personnelles, il y a toujours, d'abord, la question qui se pose toujours, c'est comment exprimer la vérité. Est-ce que, quand l'émotion est trop forte, est-ce qu'on a les mots pour exprimer la vérité? Donc je vais donner un premier exemple. C'est l'épisode du livre qui arrive trop tard. Donc Duguay a demandé à son correspondant de lui adresser un texte de Marguerite Duras pour le faire traduire par un de ses amis. Et puis voilà que l'ami, il le perd de vue. Donc le livre est arrivé trop tard. Alors je vous lis ce passage. Voilà. Donc c'est 19 janvier 1973. Jean, sergent. Jean, cher Jean. Comment te dire? Simplement, sans chichi, merci. Et savoir pourtant te communiquer ce que j'ai ressenti en trouvant le livre dans ma case. Donc voilà. Il est conscient de l'écart qu'il y a entre la pauvreté des mots, comment te dire, sans chichi, merci, et en même temps, le message qu'il veut faire passer à travers les mots. Donc il y a bien une sorte de retour de celui qui écrit la lettre sur ce qu'il est en train d'écrire. Un
peux peut-être lire le passage. Jean, sevgili Jean, sana Tunturaksız Dostor'a teşekkür edip bir yandan da kitabı kutuda bulduğumda hissettiğim şeyi nasıl aktarabilirim? Oui, c'est ça. Un deuxième exemple. Donc là, c'est tout différent, c'est-à-dire que la question étant comment comprendre, non, comment dire d'abord son intimité, et puis ensuite comment la comprendre. Là, la situation est tout à fait différente. Ce n'est pas la Poste qui est en question, c'est l'actualité politique. Il se trouve que la personne dont il est amoureux est dans le sud-est, et qu'à ce moment-là, il y a divers événements, divers troubles dans cette région, et il n'a plus de ses nouvelles. Donc voilà ce qu'il écrit. C'est à la page 194. Pourquoi t'ai-je raconté cela? Pour t'en informer, bien sûr, mais aussi pour te dire que cela peut très bien arriver, mais que cela peut très bien arriver, c'est-à-dire qu'on trouve l'élu de son cœur. Cela peut très bien arriver, mais qu'on est en même temps à la merci de circonstances aveugles, politiques ou terroristes, ici, différentes chez toi, mais presque toujours aveugles. Donc il y a cette généralité qui fait que même si il s'agit d'un épisode extrêmement personnel, il est capable justement de dépasser cette situation en l'inscrivant dans une réflexion qui a quelque chose de tout à fait universel. Voilà. Et puis un dernier aspect de ces lettres sur lequel je voudrais insister, c'est que pour une certaine mesure, elles sont aussi le brouillon de l'œuvre, puisque, comme vous le savez, le dernier livre de Bilge, qui a été publié par Füsun Akatle, est une sorte de variation sur ses souvenirs, précisément à Bayulu. Et par le temps qui court, je ne peux pas m'empêcher de penser que Bilge a vécu son enfance et son adolescence à Taksim, et que son ombre doit hanter le parc de Gezi. Voilà, alors c'est un épisode particulièrement douloureux, puisqu'il s'agit de la mort de la mère. Ah, voilà. C'est page 206. Donc c'est une lettre du 23 février 1980. Sa mère est morte depuis un mois. Comment ne pas avoir envie de répondre à une lettre si pleine d'amitié, si réchauffante, avec son petit ton de conversation entre amis, qui ne se sont pas vus depuis quelque temps et qui se racontent des tas de choses, leur tasse de thé en main, en suspens, entre lèvres et soucoupe. Surtout en ce moment où pour moi les petites choses de la vie viennent d'être brusquement interrompues par la mort de ma mère. Bir süredir görüşmemiş, birbirlerine bir dolu şey anlatan, dudaklarıyla altıklar arasında asılı duran çay fincanları ellerinde arkadaşların sohbet tonuyla yazılmış. Bu denli sıcak, bu denli arkadaşlık dolu bir mektuba yanıt vermek istenmez mi? Özellikle benim için hayatın o küçük şeylerinin annemin ölümüyle aniden kesildiği bir anda. Donc voilà, ce qui est remarquable, c'est justement cette sorte de prélude à l'annonce de la nouvelle. C'est-à-dire que la nouvelle ne s'inscrit que justement dans la continuité de cet échange amical. Et dans la suite de la lettre, il va donc faire le récit de la mort de sa mère, mais en ne s'attachant qu'à des petits faits matériels. Il ne marque pas du tout, il marque à peine son émotion. Et en même temps, il y a une sorte de poésie, justement, parce qu'il se laisse aller au tout venant de la vie. Il se laisse aller à ce que la vie a de discontinu. Bon, par exemple, il parle du moment où sa mère s'est mise à chanter. Sa mère a chanté pendant 40 heures avant de mourir. Voilà la phrase. Donc, je commence le plus haut, c'est la même page. Elle a passé une semaine exactement chez cette amie. Je crois qu'il s'agit de Füsun d'ailleurs, avant de mourir, le 22 janvier, après avoir chanté, pendant 40 heures. Des fragments de chansons, l'air d'opéra, l'exercice de vocalise se sont suivis,
en devenant lentement de plus en plus rock. Voilà, là, il ne fait pas, il ne stylise pas. Hein. Là, c'est la vie elle-même, dans son caractère un peu incohérent. Et cet épisode revient donc dans le livre, la publication posthume. Peut-être que ça reproduit. Evet, bu son kitabı Lağımların Anası ya da Beyoğlu'ndan bir alıntı. Annesiyle ilgili olan. Yanımdan ayırmadım, yanından ayrılmadım. Ama ölüm sahnesini tasarladığına bir bakıma yakın bir biçim, ölüm sahnesini tasarladığına bir bakıma yakın bir biçimde yaşadı. Evinde ölmedi, yatağında ölmedi, kömürün tükendiği, radyatörlerin donup patladığı evimizden bir dost evine gidip sığınmıştık. Bir başka yerde öldü. 40 saat boyunca şarkı söyledikten sonra bir ara şarkıları çok iyi seçebildim, tanıyabildim. Hepsi çocukluğunun Beyoğlu döneminin şarkılarıydı. Son soluğunu verirken yanında mıydım onu da bilemiyorum.